On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'agriculture, mais aussi comment améliorer l'environnement en général de la part des agriculteurs et aussi avec l'aide de la compagnie Thermaco, association avec l'UPA de la Montérégie. Mais d'abord, on vous parle de Thermaco, une entreprise qui existe depuis plusieurs décennies dans la région, une association en partenariat avec la Commission scolaire des Hautes-Rivières pour remettre des bourses à des élèves qui ont un potentiel peut-être un jour de travailler chez Thermaco. Parlons de main-d'œuvre, parlons également d'éducation, parlons du monde industriel, parce que de plus en plus, on voit des entreprises qui tissent des liens avec le milieu scolaire pour combler leurs besoins de main-d'œuvre. Il y a quelques jours, Thermaco, qui est une entreprise qui existe depuis plusieurs décennies sur le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu, a donc signifié son entente, remise de bourse. Avec nous pour en parler, M. Miro Yagui de Thermaco. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonjour, Eric. Expliquez-nous un peu comment a démarré ce projet, cette idée d'offrir des bourses à des jeunes qui fréquentent actuellement l'École professionnelle des métiers de Saint-Jean. Bien, en fait, pour expliquer c'est quoi, c'est une bourse d'excellence qu'on a décidé d'octroyer. C'est un projet de collaboration, en fait, qu'on a fait entre Thermaco, la Commission scolaire des Hautes-Rivières et l'École professionnelle des métiers. C'est vraiment un projet de collaboration et d'échange. Notre objectif là-dedans, c'est de donner une bourse à 5 étudiants. On va démarrer le processus cette année avec 5 bourses. Et la raison qu'on voulait faire juste 5, parce qu'on veut que ça soit de la qualité. De un, cette bourse-là va être basée sur 2 critères importants, le savoir-faire et le savoir-être. Le savoir-faire, pourquoi? Parce qu'il y a l'élément technique. Ces étudiants-là qui vont apprendre un métier vont venir le pratiquer chez nous, puis nous, on va contribuer à leur apprentissage. Donc, on va les sélectionner basés sur leur performance à l'école. Ça va être les professeurs de l'école qui vont identifier les personnes clés qui vont venir passer l'entrevue avec nous. Et le savoir-être, pourquoi? Parce qu'on veut quand même toujours des employés responsables, des travailleurs d'équipe qui ont le comportement idéal et qui travaillent bien en équipe. On parle de jeunes qui étudient dans quel domaine spécifique au niveau de l'École professionnelle des métiers? Là, on va commencer avec le soudage, première année. Donc, nous, on va la bourse, ça va être, il y a 3 composantes importantes. Il y a le montant financier qu'on va offrir aux étudiants pour couvrir leurs frais de scolarité et d'autres frais. Ouais. Ça, c'est de 1. De 2, c'est un emploi rémunéré pendant la période estivale. Puis là-dedans, ils vont apprendre à faire le métier sur le plancher. Et de 3, nous, on va investir pour donner du mentorat. Donc, on va avoir une équipe à l'interne chez Thermaco. C'est des professionnels, c'est des employés chez nous qui ont beaucoup de leadership et sont capables de transmettre les secrets des métiers à ces étudiants-là pendant le temps qu'ils vont être avec nous, donc pendant l'été. La bourse, on peut la quantifier de quelle façon? Quand vous dites, bon, les frais, le mentorat, mais aussi évidemment un emploi d'été rémunéré, ça représente tout ça combien par individu, par tête? Bien, si vous voulez, la première partie qui est plus une bourse de 1 000 pour couvrir les frais, etc., et d'autres aspects financiers, bien, le restant, ça va être un emploi. Quand même. Puis le temps investi de nos employés, on va avoir 4 mentors de chez nous qui vont prendre le temps d'investir de temps avec les étudiants aussi, ça va être quantifié. Donc, les 5 étudiants en question seront, dans le fond, dans leur dernière année d'apprentissage? Donc, ça va être à la fin de leur première année. À la fin de la première, parce que le soudage, de mémoire, c'est 1800 heures, c'est 2 ans, normalement. Oui. Donc, ça veut dire qu'à la fin de leur première année, c'est à ce moment qu'on leur donne la bourse, le boulot, de même que le mentorat. En fait, les étudiants vont appliquer, vont commencer bientôt ceux qui ont de l'intérêt à appliquer à cette bourse-là, ils vont le faire. Il va y avoir un processus de sélection à l'intérieur de l'école. Donc, les professeurs vont identifier les personnes selon les critères qu'on vient de mentionner, mais à l'intérieur de ces 2 grandes catégories, il y a plusieurs éléments. Et là, nous autres, on va faire une entrevue avec eux d'ici le mois de mai. Et là, on va embarquer pendant l'été, pendant le temps des vacances. Quand on va se retrouver au 1er septembre, une fois que l'été sera terminé et tout ça, qu'est-ce que vous souhaitez faire avec ces jeunes-là? Est-ce que vous souhaitez qu'ils
continuent de travailler chez vous à temps partiel? Est-ce que vous souhaitez qu'ils aboutissent chez vous l'année suivante au terme de leur diplôme? Parce que vous investissez quand même du temps sur ces individus-là, sur ces jeunes-là. Est-ce que c'est ça aussi un des souhaits, un des objectifs recherchés? Tout ce que vous avez mentionné maintenant, c'est intéressant pour nous. Ça, c'est l'objectif. Mais aussi, nous, on a un autre aspect. Thermaco a commencé en 1968. Donc, cette année, c'est notre anniversaire de 50 années. Depuis toujours, Thermaco a été un fleuron ici à Saint-Jean. C'est un fleuron québécois. C'est une compagnie avec beaucoup de valeurs, des employés incroyables, des bonnes valeurs à l'intérieur de la compagnie. Mais nous, maintenant, on est en croissance. Donc, on est en train de passer à la prochaine étape. Et en même temps, on est un citoyen responsable. Donc, notre objectif, c'est de contribuer en faisant de l'argent et en étant profitable. On veut contribuer à notre communauté. Pour moi et pour nous tous, l'équipe de gestion, la façon qu'on voit ça, au lieu d'engager des personnes de l'extérieur, on va prendre les personnes de l'intérieur, proches de Thermaco, puis on va investir là-dedans. Bon, les étudiants qui décident à la fin de leur formation de venir continuer à travailler chez nous sont les bienvenus. Bien, il y en a d'autres qui vont décider d'aller dans d'autres régions ou à Montréal. Ça va être leur choix, mais il n'y a pas une implication ou un attachement que nous autres, on va exiger. Vous faites bien de le mentionner parce que, bon, vous dites 1968. Évidemment, ça me rappelle des souvenirs parce que le fondateur, Roger Breton, qui était un ami personnel de mon père, donc quand j'étais jeune, j'allais visiter l'usine, aller voir Roger, on allait le saluer et tout ça, puis on a vu l'évolution de Thermaco, et même M. Breton est resté là très, très, très longtemps. Ça ne fait que quelques années qu'il l'a vendu à des intérêts, 2015, vendu à des intérêts québécois. Puis je pense que c'était important pour lui que l'usine reste une propriété québécoise. Ça, c'était important. Et là, en fait, quel est le topo actuel, soit de la pénurie ou de vos besoins de main-d'œuvre? Parce que vous dites on est en croissance. Donc, si on prend une photo aujourd'hui, avez-vous des besoins? Êtes-vous en pénurie ou allez-vous avoir des besoins éventuellement? Bien, c'est sûr qu'on n'est pas en... Je ne peux pas dire qu'on est en pénurie, on a de la misère à opérer, mais on est toujours en constant besoin constant de la main-d'œuvre parce que c'est sûr, avec la croissance, on a besoin d'ajouter de la main-d'œuvre. Et ça va être quelque chose qu'on est en train de discuter à tous les jours dans nos réunions de gestion. Donc, c'est bien important pour nous. Je ne peux pas le quantifier comme ça maintenant, mais c'est clair que ça va être continuel avec notre croissance. Bon, pour certains, évidemment, on le prend pour acquis, mais peut-être rappeler aux gens qui nous regardent, Thermaco, c'est quoi? Parce que les gens passent devant l'édifice sur le boulevard industriel, face à la rue Aubry, dans le parc industriel de Saint-Jean. Mais Thermaco, qu'est-ce qu'on y fait? Qui sont les clients de Thermaco? Bien, Thermaco, ça a toujours été une compagnie de transformation du métal. La concentration originale des clients, ça gravite autour de la puissance motrice, c'est-à-dire les caissons de batterie que vous pouvez voir avec les chariots élévateurs. Bien, ces batteries-là, ils vont dans un caisson métallique. Il faut qu'il soit robuste puis qu'il ne rouille pas. Thermaco a perfectionné le processus de bâtir ce genre de caisson-là. De plus, on s'est impliqué depuis beaucoup d'années à travailler dans le domaine de réserve d'énergie, c'est-à-dire dans des cabinets, dans les UPS, dans les salles de serveurs, aussi dans tout ce qui est étagère pour les batteries. Et depuis, il y a quand même plus que 5, 6, 7 ans, on a commencé à fabriquer des éléments dans le domaine de transport, c'est-à-dire tous les boîtiers des camions, des six-wheels, comme on appelle, des compagnies de services, quand on parle de télécommunications ou de communication et d'électricité, ils utilisent ce genre de camions-là. Nous, on bâtit tout le caisson en arrière avec tout le mécanique, l'électromécanique et l'intégration de systèmes qu'on fait pour eux. Dans le domaine de réserve d'énergie, on fait également l'intégration des systèmes là-dedans, l'électrique, la mécanique, l'électromécanique. Donc, on a passé l'étape d'être juste un transformateur de métal. On est rendu un intégrateur. On a la force d'ingénierie à l'intérieur de la compagnie qui fait le concept et la mise en production. On a la flexibilité de faire des changements et adapter aux besoins des clients. Ça, c'est un des différenciateurs que
Thermaco a actuellement comparé à certains de nos compétitions. On est très orienté ingénierie, alors on est capable de s'adapter à des changements. Bon, c'était un peu mon autre question, parce que nous, évidemment, les néophytes, on ne connaît pas vraiment cette industrie. Est-ce qu'il y a beaucoup de compétition? En quoi Thermaco est différente de sa compétition, pour que les gens comprennent un peu? Quand je suis rentré chez Thermaco il y a 3 mois, j'ai vu des éléments très importants qui m'ont énormément impressionné. C'est un coup de foudre, je peux dire. Ouais. Le premier élément, j'ai réalisé que cette compagnie-là, à la rive sud de Montréal, à Saint-Jean, elle a énormément un niveau de technologie assez élevé dans la façon comment on fabrique, comment on fait la conception et qu'on fait la mise en production. Donc, la technologie est un élément marquant qui m'a... J'ai dû un « wow ». Le deuxième, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'innovation. Ce n'est pas une shop de fabrication métallique uniquement, mais l'équipe qui est là, ils ont, d'une façon instinctive, développé certains éléments d'innovation. Entre autres, on a la nouvelle technologie qu'on est en train de mettre sur place actuellement, de faire le soudage au laser complètement robotisé. Alors, quand on rentre un boîtier ou une pièce qu'on a besoin de faire le soudage, on le met dans cette machine-là. Il y a un lecteur qui va venir l'étudier, déterminer les paramètres, et le soudeur laser va venir le faire d'une façon très efficace et efficiente, et avec des coûts moins élevés. Donc, le deuxième élément qui est important chez Thermaco, c'est l'innovation. Et à mon avis, l'élément le plus important chez Thermaco, qui a toujours existé, c'est les personnes qui sont là. C'est du monde incroyable. Dévoué. Le tatou de Thermaco, quasiment beaucoup de personnes qui l'ont à la compagnie. Donc, le sentiment d'appartenance est tellement important. Puis ça me fait tellement honneur de travailler dans cette compagnie-là, puis prendre ces 3 éléments, puis faire en sorte que cette compagnie-là grandit, puis croît avec le temps. Et là, vous êtes rendu à combien d'employés? À Montréal, on a 2 facilités. Hein? On a une ici, puis une à Reading, en Pennsylvanie. Ici, on a 185 employés. Aux États-Unis, on a 45 employés. Et c'est important pour nous de faire ça. Puis ça a aidé beaucoup Thermaco, ce move-là, parce que ça nous a permis d'être proches de nos clients aux États-Unis. La proximité, on est intimate, là, comme on dit, avec les clients, puis on est capable de leur fournir un service rapide à cause de notre facilité aux États-Unis. Miro Yagi, merci beaucoup, puis meilleure des chances pour la suite. Merci beaucoup, j'apprécie bien votre temps. Restez avec nous. Au retour, on vous parle d'agriculture. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h.
Parlons d'agriculture, parlons d'Alus Montérégie qui investit 54 700 $ au bénéfice de 14 fermes de la région qui vont améliorer leur environnement, leur qualité, la qualité de vie des citoyens, évidemment, qui vivent autour de ces fermes. Deux invités pour en parler. D'abord, Christian Saint-Jacques, président de l'UPA Montérégie. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagné d'Alain Poirier, qui est président de Soléno, ici même dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Première question, on parle d'agriculture, oui, on parle de qualité de vie, on parle d'environnement, on parle de qualité de l'air et tout ça. Qu'est-ce que c'est Alus Montérégie? Bien, Alus Montérégie, c'est une organisation de la Fédération de l'UPA de la Fédération de la Montérégie. C'est, dans le fond, c'est un comité qu'on a mis en place pour être capable de... On s'est associé avec Alus Canada, qui est l'organisation maître. Puis d'eux découlent des montants d'argent où on est capable d'investir chez nos fermes, chez nos producteurs annuellement pour améliorer là, la qualité de l'environnement sous différentes façons. Là. Bon. C'est justement, qu'est-ce qu'on améliore au juste quand on dit, oui, on améliore la qualité de l'environnement, mais dans les faits, ça veut dire quoi? Bien, dans les faits, c'est des infrastructures que les producteurs vont installer chez eux. Quand on parle d'infrastructures, c'est soit des bandes riveraines, des bandes riveraines élargies, des bandes arbustives que les producteurs vont implanter sous différentes longueurs sur leur ferme, ou des améliorations de milieux humides ou des améliorations de boisés, là, de replantation de boisés. Ça se découle sur différentes façons. Là. Il y a des bandes fleuries qui existent aussi. Okay. Les producteurs vont faire une bande arbustive ou une bande hébrisvant, puis en même temps, ils vont faire une bande fleurie pour améliorer aussi la qualité de vie là, de la faune ou les oiseaux. Il y a comme un souci environnemental. C'est toujours dans le cadre d'un souci environnemental que c'est fait. Là. Ouais. Parce qu'en même temps, c'est sûr, on pourrait se dire à la limite que, bon, les voisins des fermes sont généralement pas toujours très, très près nécessairement, mais en même temps, dans un sens plus élargi, ce que la ferme produit d'un côté peut avoir des effets même plus loin qu'on pense en termes de distance. Donc, la distance n'est pas nécessairement un prérequis. Non, pas nécessairement, mais ça se fait de différentes façons. Il y a des producteurs qui vont faire une bande qui va s'étaler tout le long de leur ferme, puis il y en a d'autres, mais c'est des milieux qui sont moins productifs, si on veut, mais qui sont plus propices à améliorer la qualité de l'environnement à ce niveau-là. Puis notre programme ALUS, nous, les montants d'argent qu'on recueille de Alus Canada puis aussi de l'entreprise Soléno, parce que l'entreprise Soléno est partenaire avec nous depuis le début, ces montants d'argent-là ne servent pas nécessairement à faire les infrastructures chez les producteurs. C'est à rétribuer les producteurs, ça veut dire compenser les producteurs à long terme pour maintenir les infrastructures en place. C'est la première fois que ça se fait au Québec. On est le seul organisme qui est capable de faire au Québec de cette façon-là. C'est qu'on a une entente avec la ferme, de 5 ans renouvelables. Puis on maintient par les montants d'argent qu'on donne à la ferme sur un montant à l'acre à long terme ces infrastructures-là. Ça veut dire que ce que les producteurs vont implanter chez eux, on est capable de faire en sorte qu'ils vont perturber dans le temps, ils vont durer dans le temps ces infrastructures-là. Bon, à quel moment Soléno a embarqué dans le projet et pourquoi? Comment vous avez été approché pour ce projet-là? En fait, nous, c'est M. Saint-Jacques, au nom de l'UPA, évidemment, de la Montérégie. L'idée, c'est qu'il m'explique l'environnement, l'importance pour aider au niveau agricole. On parle de l'air, de l'eau, le visuel. Et Soléno, c'est une entreprise issue de l'agriculture. Ouais. Alors, ça nous intéresse beaucoup. J'ai trouvé très important puisque nous sommes déjà, par nos valeurs d'entreprise, impliqués dans l'environnement tel que le recyclage à Yamachiche. On fait travailler des gens à mobilité réduite. Alors, le recyclage est important pour nous, chez nous, à nos valeurs d'entreprise. On a une opportunité de contribuer dans la région de Montérégie et on n'a pas hésité. Nous, on a dit oui, on est intéressés. On a fait une entente de 5 ans afin d'aider et supporter l'agriculture. Bon, peut-être pour les gens qui connaissent un peu moins l'entreprise, Soléno, quel est le type d'entreprise que vous possédez? Alors, Soléno, c'est une entreprise qui a été fondée en 1977 par les Frères Lazur et c'est des gens issus du milieu agricole parce que de père en fils, ils étaient des agriculteurs. Chez nous, les poiriers, nous sommes également issus de l'agriculture en tant que nos ancêtres. Donc, à partir de là, Soléno s'est lancé en 1977 pour la fabrication de drains agricoles et offrir pour le drainage souterrain. C'est de là que l'entreprise a vu le jour. Et avec les années, ça a évolué, diversifié dans d'autres marchés, tels que la foresterie, la quincaillerie municipale et également toujours
l'agriculture. Mais on est toujours un peu dans le domaine de l'eau pluviale, des tuyaux. On est toujours un peu dans cet esprit-là. Nous, on est totalement dans la maîtrise de l'eau pluviale. Tout ce qui est de l'eau pluviale, alors tout ce qui est de l'eau pluviale devient des cours d'eau, devient des étangs pour l'agriculture. On est dans les captages d'eau de pluie. Alors oui, on est toujours en tuyauterie, captage, des bassins de rétention, etc. Et donc, pour vous, l'association avec l'UPA, avec ALUS, Montérégie, pour vous, ça allait de soi? Ça allait de soi pour deux volets, toujours l'agriculture, parce que c'est de l'agriculture en soi, mais également l'environnement. Nos valeurs d'entreprise, nous, c'est l'environnement. On y croit beaucoup, de s'investir et de faire des gestes pour l'environnement. Et dans le cadre de ce projet-là, qu'est-ce que Soleno fait de particulier durant ce terme de 5 ans? On vient en aide financière. On devient un commanditaire important pour eux, parce que vu que c'est nouveau, ça prend de l'aide au niveau finance, évidemment, de support, mais aussi, c'est d'emboîter un pas, de faire partir le pas. Soleno pouvait contribuer au départ, parce que ça a commencé vraiment là, quelques années à peine, mais davantage cette année. 2 ans de fait. Donc, c'est un total, de ce que je comprends, d'une aide de 150 000 sur 5 ans. Oui. Donc, et dans le fond, cet argent-là est par la suite redistribué? Oui. Tout l'argent que la compagnie Soleno a investi dans ALUS Montérégie est redistribué aux producteurs. C'est ce qui sert à les compenser à long terme pour maintenir en place les installations que les producteurs font chez leur ferme. Avez-vous d'autres bailleurs de fonds pour ce programme-là? Non. Pour l'instant, Soleno est le seul bailleur. Oui, on en a des petits, là, les municipalités qui investissent, où on a des projets, ou les MRC, d'autres petits bailleurs de fonds. Mais notre commanditaire majeur, notre participant majeur, c'est la Soleno. Donc, on est rendu maintenant à 2 ans sur le 5 ans total. Oui. Donc, en 2 ans, qu'est-ce qu'on a réussi à faire? En 2 ans, on est rendu 21 hectares d'implantation chez les producteurs. 6 hectares la première année. Et cette année, on a monté ça à 15 hectares d'implantation. C'est quand même, quand on parle de 15 hectares qui sont aménagés pour améliorer la qualité de l'environnement, c'est quand même beaucoup de projets. Puis là, il faut les coordonner, ces projets-là, puis il faut faire en sorte que ça s'implante sur les fermes avec les producteurs. Bon, ça, c'est un peu mon autre question, parce que là, on dit 14 fermes de la région qui sont, dans le fond, qui se voient, dans le fond, améliorées de par le programme ALUS Montérégie. Est-ce que ces fermes-là ont été choisies? Est-ce que ces gens-là ont soumis leur candidature? Bref, comment le choix se fait? Nous, on a ouvert ça aux producteurs. La première année, c'était restreint à 3 secteurs qui étaient dans l'eau Richelieu. Et la deuxième année, on a ouvert plus à toute la Montérégie. Mais on a un comité de sélection, puis on a les fermes qui appliquent en début de l'année. Puis nous, on choisit les fermes qu'on pense qui sont éligibles. Mais aller jusqu'à aujourd'hui, les fermes qui ont appliqué, on a pu les prendre. Là, on a plusieurs fermes. On est toujours en inscription, dans le fond, si on veut. Okay. Là, on voit un engouement qui augmente d'année en année pour ces choses-là. Ça devient quoi leur avantage à eux de dire, bon, OK, c'est vrai, bon, je vais soumettre ma candidature, tant mieux si je suis admissible aux critères du programme. En quoi c'est avantageux pour ces fermes, pour ces agriculteurs, de soumettre un projet chez vous? Les personnes de la ferme qui décident d'appliquer au programme ALUS Canada, c'est parce qu'ils sont convaincus. Okay. Qu'ils vont améliorer la situation au niveau de l'environnement, qualité de l'eau, qualité de l'air et toutes ces choses-là. Parce qu'il n'y a rien qui les oblige. Bien, c'est ça, ils ne sont pas obligés. Est-ce qu'il y a une amélioration pour eux-mêmes ou c'est vraiment dans une vision beaucoup plus élargie de dire je pose un geste dont le bénéfice est plus grand que moi, plus grand que ma ferme? Bien, c'est sûr qu'il y a les deux volets. La personne qui le fait chez eux, oui, il y a une satisfaction personnelle à le faire, mais c'est un geste plus grand. C'est sûr que c'est un geste qui fait une contribution à tout l'ensemble de la population en profite quand il y a des améliorations qui sont faites comme ça. Quand vous regardez justement les résultats du programme, à peine 2 ans, avec les résultats d'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous surprend le plus? Qu'est-ce que vous trouvez intéressant dans tout ça, dans les résultats concrets? Parce que là, bon, on vous approche, on vous parle d'un projet, on s'engage à donner des sous, mais quand vous voyez les résultats aujourd'hui, c'est quoi votre réaction? Bien, moi, ma réaction, d'un premier, lorsqu'on m'approche, c'est que c'est libéral, comme il dit. Un agriculteur, agricultrice peut se lancer dans un projet comme ça. Ça démontre un intérêt d'amélioration constante, soit, comme on disait tantôt, l'eau, l'air, le visuel. Puis pour moi, en tant que président d'entreprise Soleno, c'est important. Alors, ça vient me chercher mes valeurs et des valeurs d'entreprise. Le deuxième geste, ce qui a été réalisé, évidemment, je ne les ai pas tous vus, puis je ne participe pas nécessairement au choix. Ce que je lis dans les journaux, parce qu'il y a eu une remise à l'automne, en fait, décembre dernier, de mémoire. Il y a eu une remise pour confirmer, etc. Alors, nous, c'est concret, ça se passe, c'est un réel.
Et ça nous satisfait puisque l'environnement, la planète, et mes jeunes qui travaillent dans l'entreprise, pour eux, c'est encore plus important, on dirait, que pour nous par rapport aux époques de vie. Alors nous, on s'en va dans une direction que la société est fière de voir que l'agriculture s'implique, de voir que les entreprises s'impliquent, et nous y croyons par nos valeurs d'entreprise. Et c'est drôle parce que même parfois, il y a comme deux discours de la part des citoyens. On dit, bon, l'agriculture, c'est super important dans une société. Et pour d'autres, on dit, l'agriculture est dérangeante. Hein? Bon, on parle de différents types d'élevage et tout ça. C'est comme s'il y a comme deux discours entre le fait que ça paraît bien d'avoir de l'agriculture, mais de l'autre côté, il ne faut pas que ça soit trop dérangeant. Hein, je pense que le côté trop dérangeant s'en va en diminuant. Parce que les gens comprennent qu'on a besoin de l'agriculture. Ouais. C'est notre moyen de subsistance. S'il n'y a pas d'agriculture... pas de nourriture. Il n'y a pas de nourriture. Puis, l'avantage qu'on a, mais en faisant des aménagements comme ça, mais ça vient faire en sorte qu'on diminue les pesticides dans les cours d'eau, on diminue les intrants dans les cours d'eau. Parce qu'une bande riveraine élargie, ça veut dire qu'il y a plusieurs mètres qui est installé, mais ça sert de filtreur. L'eau qui va passer dans la bande riveraine, la meilleure qualité au cours d'eau. C'est un petit plus, et c'était là, fait en sorte qu'on améliore les conditions de tout le monde. Ouais. Et en même temps, ça permet aussi donc au monde agricole de montrer sa contribution à l'environnement. Parce que même, je me rappelle, ça m'avait frappé à la dernière campagne électorale municipale. On avait reçu des représentants des différents UPA sur le territoire qui disaient un peu à quelques semaines de l'élection, « Coucou, on existe, là ». Parce que souvent, dans les élections municipales, on ne parle pas beaucoup des enjeux, et pourtant, on a une région quand même très agricole. Oui. Mais de dire, oui, on existe, puis oui, on est capable de contribuer au bien-être de nos collectivités. Là. Oui. Mais il y a un enjeu qu'on n'a pas parlé, puis qui est très important pour nous, la Fédération, c'est... Oui, la Fédération, elle est le promoteur de ce projet-là, mais on aimerait ça que ça aille plus loin, mais avec l'aide des milieux, avec l'aide du ministère de l'Environnement, avec l'aide du ministère de l'Agriculture. Ouais. Moi, j'ai visité des projets à Luce, à l'île du Prince-Édouard, puis le ministère de l'Agriculture, là-bas, s'est impliqué dans des projets. Au Québec, on n'a pas cette mentalité-là. On n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là, mais c'est sûr qu'on aimerait ça, à long terme, d'être capable d'impliquer plus grand que juste notre fédération. Bien, à vous deux, merci infiniment, puis bonne chance pour la suite. Félicitations, donc, pour cette implication dans un projet. Merci. Bien, merci. Merci à vous. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Si vous êtes un usager du transport collectif à Saint-Jean-sur-Richelieu, sachez qu'il y a une nouveauté, il y a un nouvel outil disponible via Google Maps pour suivre un peu les déplacements. Donc, si ça vous intéresse, allez directement sur le site Internet sjsr.ca/autobus. Parlant de la Ville, chaque semaine, on vous présente un résumé des travaux du Conseil. Et chaque dimanche matin, ne manquez pas le Télébingo avec 4 000 $ en prix. Et il y a 30 détaillants pour acheter des livrets. À demain. Bye-bye.